le sapere si pure se. Israël face à la menace de Gaza, tel est le thème du grand plateau que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. Dans 20 minutes, nous recevrons Olivier Rafovitch pour voir l'évolution militaire. Nous recevrons ensuite deux habitants du sud d'Israël, David Alouche et Johanna qui habitent à Sderot. Mais on a souhaité commencer ce grand plateau avec Jacques Benilouche, journaliste, responsable du site Temps et Contretemps, qu'on a toujours un grand plaisir à recevoir pour sa fine analyse. Jacques, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Toulouse que je suis content de retrouver de manière régulière. Nous aussi, donc Jacques, et bienvenue. Alors, je voudrais bien sûr parler avec vous de ce qui s'est passé ces derniers jours, cette semaine. Je renvoie d'ailleurs à votre article dans Temps et Contretemps, dans votre blog, Gaza, retour sur une semaine imprévisible, pour voir avec vous, avec le recul, l'analyse qui peut être faite un petit peu de ce qui s'est passé, avec près de 500 roquettes qui se sont abattues donc sur le sud d'Israël, finalement à l'arrivée donc bien sûr des bruits de bottes et une intervention militaire massive imminente, et finalement à l'arrivée donc ce cessez-le-feu, et qui a été finalement a laissé beaucoup de gens amers, notamment mais sur les gens qui vivent dans le sud. Et vous parlez même d'ailleurs dans votre article d'une victoire politique du Hamas. Alors quel est le recul qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé et sur l'explication un petit peu de cette décision de non-intervention qui a des racines certaines? Je pense qu'on ne comprendra pas le problème de Gaza si on ne connaît pas la stratégie qui a été choisie par Benjamin Netanyahou. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou veut couper l'embryon, le cordon ombilical entre la Cisjordanie et Gaza. Pour lui, il faut, pour supprimer le dogme de deux États pour deux peuples, il faut séparer totalement ces deux entités. Donc il est prêt à intervenir, à aider Gaza pour pouvoir leur donner une autonomie qu'on appellera ce qu'on voudra, le Kazakhstan ou n'importe quoi. À partir de ce moment-là, si Gaza reprend son autonomie, eh bien il en sera terminé pour un État palestinien, parce que l'État palestinien construit sur 50% de la Cisjordanie ne sera pas viable, et la seule solution qu'il y aurait pour cet État, c'est de se joindre à la Jordanie, qui contient d'ailleurs 75% de Palestiniens. Donc, à partir de là, si on prend cette information, à mon avis, en priorité, on comprend que Benjamin Netanyahou ne veut absolument pas lancer la guerre. D'autant plus qu'il y a un deuxième point très important, c'est que le danger ne vient pas du sud. Je ne veux pas mésestimer les miliciens de Gaza, mais ça n'a rien à voir avec les troupes qui sont une véritable armée du Hezbollah et les troupes iraniennes en Syrie, qui sont autrement plus dangereux. Et donc pour lui, il ne veut pas dégarnir le front nord pour aller aider le front sud, et pour lui, il cherche éventuellement à régler le problème. Enfin, un dernier point, les relations importantes entre Israël, je dirais presque amicales entre Israël et le président égyptien, fait qu'ils veulent absolument trouver une solution, parce que Al-Sisi est intéressé à avoir le calme au Sinaï Nord. Et pour avoir le calme au Sinaï Nord, il doit trouver un accord avec le Hamas. Et c'est pour ça donc que dans cet enchevêtrement d'intérêts mutuels, on se retrouve aujourd'hui à ce que, et c'est un petit peu comique, je dirais, à ce que Benjamin Netanyahou soit considéré aujourd'hui comme un représentant de la nouvelle gauche, puisque maintenant il veut la paix avec les Palestiniens, il ne veut pas rentrer à Gaza, il ne veut pas accepter de neutraliser, entre guillemets, les chefs du Hamas, et alors que la gauche, à l'heure actuelle, piasse d'impatience en disant il faut bombarder, il faut rentrer à Gaza,
Il faut bombarder, il faut tuer, et dans la gauche, j'inclus le centre, c'est-à-dire Gabay, le travailliste Gabay, et Yair Lapid au centre. Alors c'est ce renversement de tendance qui étonne. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'attendre un peu plus longtemps de savoir ce qu'il en est. Alors Jacques, on imagine bien effectivement que l'une des raisons était liée à la situation dans le Nord et une gestion des priorités. Il y a une stratégie, effectivement. On peut imaginer que Netanyahou, qui n'est pas stupide, essaye de gérer ses priorités. Mais ceci dit, par rapport à la première hypothèse, à savoir effectivement la stratégie d'enterrer la notion d'État palestinien, donc de déconnecter Gaza de la Cisjordanie, ça repose quand même sur une hypothèse, c'est que finalement le Gaza, avec le Hamas à sa tête, serait plus ou moins contrôlable. Est-ce que cette hypothèse est réaliste ? Cette hypothèse est réaliste parce que la population de Gaza est exténuée. De toutes les informations que je détiens, à la fois de journalistes français qui, eux, ont le droit de rentrer à Gaza, qui reviennent et qui me racontent la situation économique, elle est catastrophique. Et la population est complètement exténuée d'avoir à vivre dans des conditions économiques dramatiques. Lieberman avait d'ailleurs conçu une solution parce qu'il savait qu'il y avait des difficultés. Et Lieberman, avant son départ, avait presque donné l'ordre de reprendre l'entrée des ouvriers palestiniens de Gaza. Il voulait en prendre 5000 parce qu'il estime, d'abord parce que ce sont des excellents ouvriers, beaucoup plus compétents que tous les autres ouvriers de n'importe quelle partie du monde qui sont chez nous, mais c'est surtout parce que il veut atténuer un petit peu la souffrance, et il s'est dit que si on donnait, comme en Cisjordanie, où il y a 100 000 Palestiniens qui sont rentrés en Israël, si on donnait aux gens du Hamas, à la population de Gaza, le moyen de vivre, le moyen de manger à leur faim, le moyen de pouvoir subvenir à leurs besoins, peut-être qu'il y aurait moins de terroristes qui viendraient attaquer Israël. C'est une option, mais à mon avis, c'est une option réaliste parce que la bande de Gaza est dans un état lamentable économiquement. Et c'est de la faute peut-être d'Israël, mais c'est aussi la faute de l'Égypte qui, elle, a bien fermé la frontière entre l'Égypte et Gaza, alors que tous les jours, nous avons à peu près 300 camions qui traversent la frontière d'Israël avec Gaza. Donc, à mon avis, ce n'est pas... Est-ce que c'est faisable? C'est une autre question. Est-ce que c'est un objectif? Ça peut se concevoir. Moi, je pense qu'il y a une chance sur deux pour que l'affaire s'organise dans cet esprit-là, mais j'ai été à un dîner il y a quelques jours et je me suis retrouvé avec des dirigeants, des anciens dirigeants israéliens, dont un ancien ambassadeur de droite, je cite bien, un ancien ambassadeur de droite, parce qu'il y en a d'autres que je connais qui sont de gauche. Eh bien, il m'a dit que pratiquement, lui, il était certain que ça allait exploser et que Israël sera forcé de rentrer à Gaza et de détruire le régime actuel. Alors vous voyez, il y a deux options. Aujourd'hui, je pense que la période n'est pas conçue, n'est pas favorable à Benjamin Netanyahou de changer à la fois d'ailleurs de ministre, à la fois de participer à des élections, et donc il essaye de trouver cette solution. Moi je pense que aider, c'est une option, favoriser le calme à Gaza pourrait favoriser justement une bonne entente avec l'Égypte. Alors, vous aviez écrit, Jacques, déjà le 24 août, un article précisant, intitulé « La manœuvre d'Israël pour écarter la perspective d'un État palestinien ». Dans cette perspective-là, sur quelle puissance étrangère Israël peut compter pour l'aider? Israël est en excellents termes avec le Qatar. Le Qatar est prêt à financer, et il le fait, il a donné déjà 15 millions de dollars il y a quelques jours aux gens de Gaza pour qu'ils puissent survivre. Certains éléments israéliens ont critiqué cette solution, alors que Benjamin Netanyahou avait autorisé ces 15 millions à entrer légalement à Gaza. Le Qatar, qui est très proche des frères musulmans,
il faut le savoir, donc estime, et c'est un moyen aussi pour le Qatar de damer le pion à l'Arabie Saoudite, qui est devenue son ennemi naturel, eh bien, Israël peut s'appuyer sur le Qatar, qui ont d'abord d'énormes fonds et qui ont une capacité de modération. Le Qatar peut intervenir auprès de Gaza en disant « on va vous payer, on va construire des nouveaux logements, des nouvelles cités, on va vous permettre d'avoir votre propre usine d'électricité, ce qui n'est pas encore le cas à Gaza, à condition que vous cessez d'agir et de procéder à des attentats. » Donc aujourd'hui, les gens sur lesquels il peut s'appuyer, c'est le Qatar. Maintenant, il y a aussi une possibilité, bien que les relations ne soient pas très bonnes avec la Turquie, il y a aussi une possibilité de faire intervenir les Turcs dans un moyen peut-être de renouer des relations avec Israël. Les Turcs, qui sont aussi un peu frères musulmans, pourraient intervenir pour calmer la situation. Donc, si le Qatar continue à financer Gaza, eh bien à partir de cela, Benjamin Netanyahou aura réussi son pari, c'est-à-dire d'obtenir le calme. On ne dit pas la paix, on parle de calme, d'obtenir le calme parce que la population de Gaza vivra un peu mieux qu'elle ne vit aujourd'hui. Alors, Jacques Benilouche, on parle, bien sûr, aujourd'hui de la situation politique, de manœuvres politiques, avec ou pas des élections à venir, de géopolitique régionale comme on vient de le faire, mais il en reste pas moins qu'il y a donc dans le sud d'Israël une population qui est excédée, qui est en détresse et qui ne voit pas les choses s'arranger, qui en grande partie a été très déçue, très amère de ce cessez-le-feu. Est-ce que Netanyahou pourra tenir longtemps sans contenir cette détresse, cette colère? Je pense qu'il ne pourra pas tenir longtemps, mais il a avec lui le pouvoir, et quand on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Là, moi, il y a une chose qui m'a un peu choqué, c'est qu'on n'a pas vu Benjamin Netanyahou se promener dans les régions désespérées, je dirais, du sud d'Israël. On l'a jamais vu, on l'a pas vu. Alors qu'on a vu Gabaï, qui est parti sur place, qui a aidé, qui est rentré dans les abris. On a vu Yair Lapid, qui est aussi parti et qui a rencontré les gens. Et puis on n'a pas vu du tout Netanyahou, qui a négligé complètement ces populations du Sud, parce qu'il sait d'une part que ce ne sont pas ses électeurs, ça c'est vrai, c'est plutôt ces zones-là sont plutôt de gauche à cause de la misère, à cause de la difficulté économique du Sud, et il ne s'est pas présenté à eux. Donc il y a un problème qui fait qu'effectivement les gens se demandent s'ils ne sont pas abandonnés. Et c'est un argument qu'essaye d'avoir, l'opposition, pour dire, voyez, vous êtes abandonnés, nous on ne vous abandonnera pas, mais on ne sait pas quelle solution le centre et la gauche ont, parce que, à mon avis, la situation ne peut pas continuer comme ça, et le seul moyen qu'il y a à trouver une solution potable, c'est d'un cessez-le-feu. Sinon, la population ne pourra pas vivre et on sera forcé et contraint de rentrer à Gaza avec les tanks, avec l'aviation et avec les centaines de morts palestiniens et peut-être même des dizaines de morts israéliens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Jacques, une question concernant Tsahal. On a beaucoup entendu parler ces derniers mois d'une certaine frustration, amertume de Tsahal pour ceux qui sont à la frontière avec Gaza, de devoir finalement répondre de manière limitée à des attaques, à des agressions incessantes, et qui seraient effectivement, qui pensaient peut-être que le moment était venu d'intervenir. Est-ce que c'est une réalité, cette frustration un petit peu des soldats qui sont à Gaza, qui témoignent un petit peu du fait que ils ont des obligations qu'ils doivent respecter, mais que c'est très difficile à tenir, c'est usant? Écoutez, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des généraux lors d'une réunion privée où nous avions des amis communs, j'ai discuté avec eux, et ils n'ont pas du tout cette sensation. Pour eux, ils me disent très clairement, Jacques, nous sommes à la disposition du pouvoir civil. Nous ne décidons rien. Nous avons des tiroirs d'opérations, de modèles d'opérations. On peut en fournir une dizaine, une vingtaine au gouvernement, selon ce qu'il veut. Le jour où il nous demandera d'agir, on mettra sur la table tous ces éléments-là. Mais nous, en aucun cas,
dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel des relations sécuritaires, eh bien, nous ne sommes pas pour une intervention musclée. Et ça, ils sont rejoints par le Shabak, c'est-à-dire la police intérieure, la sécurité intérieure, et les deux estiment que ça n'arrangera pas les choses et que ça laissera peut-être, pendant 15 jours, on aura la joie d'avoir bombardé et tué, mais pour eux, l'armée n'est pas prête. Vous savez que les militaires sont toujours ceux qui sont les plus pacifiques. On l'a vu avec les précédents, on l'a vu avec Barak, on l'a vu avec Sharon, ce sont des gens qui n'aiment pas la guerre, contrairement à ce qu'on croit. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas du tout, l'armée est unie, est vraiment unie. Et les officiers, j'en ai vu 3 hauts officiers avec qui j'ai discuté comme je discute avec vous, qui disent il n'y a pas l'ombre d'un papier à cigarette entre nous et notre chef d'état-major. Nous estimons aujourd'hui, et ça c'est peut-être un peu prétentieux ce qu'ils m'ont dit, nous avons affaire à des va-nu-pieds, mais ça je mets entre guillemets, nous avons affaire à des miliciens va-nu-pieds, ils peuvent pas se mesurer à nous, c'est inadmissible qu'on ait à se mesurer à ces gens qui n'ont pas les moyens militaires. Et donc, nous, faire la guerre avec eux, ça ne nous intéresse pas. Faire la guerre avec le Hezbollah, oui, parce que c'est une armée. Faire la guerre avec l'Iran, oui, parce que c'est une armée. Mais vouloir faire la guerre avec des gens, malgré tout, qui ont très peu de matériel, ils ont des fusées qui datent d'il y a 30 ans, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas précises. Et donc, faire une guerre avec ces gens-là, ça nous rabaisserait. D'accord. Alors, Jacques, une toute dernière question, il nous reste 1 minute, mais on aura l'occasion d'en discuter ultérieurement. Pour vous, la décision d'Avigdor Lieberman de démissionner, a-t-il préservé son avenir ou l'a-t-il compromis ? Moi, je pense qu'il a eu tort. Moi, j'ai beaucoup apprécié Lieberman. J'ai rencontré 3 fois et on a dîné ensemble plusieurs fois. Je trouve qu'il a mal choisi le moment. Il a mal choisi le moment de démissionner. On ne démissionne pas quand il y a les troubles. Dans la tempête. Dans la tempête. Il aurait dû attendre. Il pense que ça va donner un coup de fouet à son parti. Son parti, on l'a vu, les dernières élections, les derniers sondages qui datent d'hier, lui donnent à peine 6 députés, c'est-à-dire le même nombre qu'il a aujourd'hui. Je pense qu'il a fait une mauvaise stratégie de démissionner. Moi, je l'approuve pas. Et je pense que quand on est en difficulté, le peuple doit se réunir, doit être uni et non pas chercher à casser comme il l'a fait maintenant. On est dans la panade. On ne sait pas si demain on va décider des élections ou pas, si demain Bennett va démissionner ou pas. C'est pas une bonne solution à mon avis quand on est dans la mélasse. Merci Jacques, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de vos analyses. Merci à vous. Voilà, une pause musicale et on retrouve d'ici quelques instants Olivier Rafovitch. אבל אתה מארגן מעל עננים, נשמות טובות מחפשות עצים נדיבים, ילדים קטנים עוצרים תנועת קרחונים, וצילי הדיץ' נשמעים למרחקים, להטוטנים אוחזים בזנבות של ברקים, מעגל מתופפים במחסר ניפוץ רעמים, ציפורים שרות את המילים שאתה כבר מכיר, מוזיקה שמנית של קולות דולפינים. איזה פסטיבל בכל מקום, בכל מצב, תהנה זה מה שנשאר. איזה פסטיבל לך בתוך הראש נוצר, ובפנים אל החוץ סבוקה. אתה מארגן מעל עננים, רבבות מגיעים למשחקים בשחקים, רכבות הרים מוצאות תנועת מחוגים, במקום כוכבים תארגן זיקוקים. איזה פסטיבל אתה מארגן מעל עננים, שפה העניינים הם אותם העניינים,
שוב מהיר וחד עוקץ ואינו מרפא ומזכיר שיש פסטיבל שצריך לארגן איזה פסטיבל בכל מקום, בכל מצב תהנה זה מה שנשאר איזה פסטיבל אחד בתוך הראש נוצר מבפנים אל החוץ זה מוכר איזה פסטיבל בכל מקום, בכל מצב תהנה זה מה שנשאר איזה פסטיבל אחד בתוך הראש נוצר מבפנים אל החוץ זה מוכר כל המילים השמחות פרצו שוב בהורה סוערת עם שחר הלילה נמלא מפסגת החרמון הזוהרת פסגת 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 החרמון הזוהרת פסטיבל בכל מקום, בכל מצב תהנה זה מה שנשאר איזה פסטיבל אחד בתוך הראש נוצר מבפנים אל החוץ זה מוכר איזה פסטיבל בכל מקום, בכל מצב תהנה זה מה שנשאר איזה פסטיבל אחד בתוך הראש נוצר מבפנים אל החוץ זה מוכר למה את יפה כל כך הערב, יפה יותר מדי. נשבעתי שהכל נגמר בינינו, אני יוצא מכלי, היי, אני יוצא מכלי. לא רוצה עיניים צבע תכלת, אל תסתכלי עליי. בוא תנו לי רק מהר מהר לברוח, אני יוצא מכלי, היי, אני יוצא מכלי. למה לך שיער גולש הופעה, גולש יותר מדי? אני נשבע יותר בו לא לנגוע, אני יוצא מכלי, אני יוצא מכלי. לא אוכל עוד נשיקה לתת לך, אחת יותר מדי. עוד תנו לי רק מהר מהר לברוח, אני יוצא מכלי, היי, אני יוצא מכלי. אני יוצא מכלי. למה את בוכה כל כך הערב, בוכה יותר מדי? שהדמעות שלך זולגות בי הרף, אני יוצא מכלי, היי, אני... On poursuit ce grand plateau spécial Israël face à la menace de Gaza. Après l'analyse politique de Jacques Benilouche, on a naturellement voulu avoir l'avis d'Olivier Rafovitch. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence toujours permanente et de votre amabilité. Alors Olivier, bonjour et bienvenue sur cette antenne qui est la vôtre. Alors on voulait avoir un petit peu votre regard, votre analyse avec le recul de quelques jours sur cette semaine terrible, près de 500 roquettes qui se sont abattues sur le sud d'Israël, une détresse totale des habitants du sud d'Israël, des bruits de bottes, une intervention qui paraissait imminente au vu de la situation, et puis à l'arrivée donc ce cessez-le-feu qui a l'air un petit peu quelque chose d'un petit peu humiliant, qui a été très peu compris et pas du tout par les habitants du sud d'Israël. Alors, avec quelques jours de recul, quelle est votre analyse sur ce qui s'est passé ?
Écoutez, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe depuis maintenant des années, c'est-à-dire que il y a une crise qui n'est pas résolue avec le Hamas, une crise qui s'aggrave, dans le sens où le Hamas se renforce. Nous essayons par tous les moyens d'éviter une guerre, mais de manière on va dire, continuelle, malgré des efforts israéliens politiques de ne pas vouloir entrer dans un cycle de guerre qui serait commandé par le Hamas. Nous nous rendons compte que le Hamas aujourd'hui crie victoire. En Israël, on n'est pas content de cette situation, ni au niveau politique, ni au niveau populaire. Et des gens hier m'ont demandé, est-ce que d'après vous, la dissuasion d'Israël a baissé? Et j'ai répondu en fait que il y a deux réponses à cela. Un, le Hamas aujourd'hui crie victoire, ce qui n'est pas bon pour nous. Mais ce qui est encore moins bon pour nous, c'est que les Israéliens ne sont pas contents de la situation. C'est-à-dire que c'est pas que nous nous sentons aujourd'hui, on va dire, satisfaits de ce qui se passe face au Hamas. Et par rapport à cela, on le voit au niveau politique en Israël, et on est presque dans une crise aujourd'hui politique, mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer au niveau politique et militaire à subir le Hamas, des attaques de missiles, des attaques et des menaces, comme hier où le chef du Hamas menace Israël d'attaquer Tel Aviv, même s'il n'y a pas de différence entre Tel Aviv et Sderot. Le fait d'être dépendant de menaces du Hamas nous place dans une situation qui n'est pas la meilleure. Et donc, je pense que des décisions devront être prises et vont être prises. Alors effectivement, le Hamas crie victoire, parle de victoire politique. Bon, à la limite, je dirais, les rodomontades du Hamas sont ce qu'elles sont, mais l'important et ce qui reste aujourd'hui, c'est qu'au niveau des habitants du sud d'Israël, il y a une détresse, il y a une incompréhension. Ils ont reçu près de 500 requêtes et il semble qu'ils ne voient pas vraiment comment ils seront réellement défendus et protégés aujourd'hui et dans l'avenir. Et est-ce que cette colère pourrait être contenue ? Non, mais je pense que c'est une erreur de penser seulement et de parler seulement des habitants du Sud. Vous savez, Israël n'est pas divisé en régions. Israël, c'est un petit pays. Quand Sderot est touché, c'est comme quand Tel Aviv est touché. Maintenant, s'il y a des gens qui ont commis des erreurs de langage, graves erreurs de langage, oui, en voulant dire que ce qui est à Sderot est différent de ce qui est à Tel Aviv, c'est gravissime parce que le Hamas, vous savez, nous sommes un petit pays, au niveau de la taille, je parle. Hein. Et lorsqu'on compare la taille d'Israël à un État en Europe, le sud, le nord, le centre, c'est la même région pratiquement. Donc, c'est pas seulement le sud qui a été touché, c'est le fait qu'Israël a été touché. Maintenant, je ne veux pas du tout qu'il y ait une différenciation entre ceux qui habitent dans le sud et ceux qui habitent dans le centre ou dans le nord. Parce qu'il y a eu des périodes où le nord était plus atteint, le centre était plus atteint, il y a eu des attentats à Tel Aviv. Vous savez, bon, l'intifada a touché plus de gens de Tel Aviv que de gens de Sderot. C'est pour ça qu'Israël n'était pas en guerre contre le terrorisme. Donc il faut un petit peu aussi cesser cette parcellisation, cette partition de ceux qui souffrent aussi qui ne souffrent pas. Le Hamas est en guerre avec Israël. Aujourd'hui, il a plus touché les gens du Sud, mais on a eu également des attentats du Hamas en Judée-Samarie à Jérusalem, et il y a eu également des morts là-bas et des blessés. Donc tout ça réuni, c'est pas une bonne approche. Aujourd'hui, le problème n'est pas ça. Le problème est de savoir comment Israël sort de ce bourbier, de ce piège de la bande de Gaza, dans lequel nous sommes maintenant impliqués sans y être physiquement, puisque Israël n'est pas dans la bande de Gaza, mais nous payons le prix de ce 2 millions de Palestiniens avec à leur tête un régime fasciste et de gangsters. C'est ce que j'utilise souvent et dans mes articles et dans mes analyses. Le Hamas est un régime de gangsters qui gouverne d'une main de fer la bande de Gaza. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas en Israël, je le dis, on ne sait pas comment se dépêtrer de ce régime-là, et nous sommes en train, quelque part, de gérer la crise. Alors, il y a une gestion de crise,
qui est assurée, entre autres, par le Premier ministre, n'est-ce pas, qui ne veut pas, pour des considérations qui sont les siennes, qui sont semble-t-il, extrêmement sérieuses, de ne pas entrer dans un conflit plus grave, mais à un moment donné, si vous voulez, la bête grossit, lorsqu'on lui donne de l'essence, on lui donne de l'argent, la bête se renforce, je parle du Hamas, et aujourd'hui nous avons à nos portes au sud d'Israël une pieuvre tentaculaire qui n'est pas encore à l'échelle de Hezbollah au Liban, et qui peut également le devenir. Et à un moment donné, même si on ne veut pas faire la guerre, il peut que la guerre soit une option, encore une fois, pas l'option voulue d'Israël, mais une option parce qu'il n'y a pas d'autre, à moins qu'il se passe un miracle. Et pour l'instant, nous voyons que le miracle ne se passe pas. L'Iran, via le Hamas, s'attelle à cette bande de Gaza qui devient une véritable forteresse avancée, une base avancée contre Israël. Et si demain, comme le disent encore une fois les chefs du Hamas, ils bombardent Tel Aviv et d'autres villes du centre, alors quoi? Là, on va aussi arriver à un cessez-le-feu. On va aussi demander aux Égyptiens ou à d'autres partenaires un arrêt des combats parce que quoi? C'est ça le problème, c'est que encore une fois, je ne veux pas parler en tant que va-t-en-guerre ou totalement irresponsable, mais nous sommes face à une situation grave. Alors, et Olivier, il faut le dire. Alors, Olivier, Non, mais attendez, juste un mot. je vous en prie, bien sûr. Juste un mot. Vous savez, quand je dis grave, elle peut être plus grave. Mais aujourd'hui, il y a des gens en Israël qui ne veulent plus continuer à gérer cette situation. Parce que gérer la situation, c'est ne pas trouver des solutions ou des arrangements qui changeraient la situation. Pour l'instant, elle ne change pas. Donc à ce moment-là, c'est repousser et attendre que les choses s'aggravent. Et encore une fois, Gaza n'est pas à 1000 km ni de Sderot ni de Tel Aviv. Gaza se trouve à 70 km de Tel Aviv à peine. C'est Paris et la région parisienne. Mmh. Alors, Olivier, l'inaction du gouvernement israélien résulte, selon vous, d'une indécision totale ou du fait que peut-être il y a dans les cartons de l'état-major israélien et du politique un projet quelconque, une idée quelconque qui ferait que, encore une fois, on prépare une action plus musclée à Gaza? Je ne dis pas, écoutez, je ne parle pas d'inaction du gouvernement. Pas du tout. Il y a des actions, on l'a vu malheureusement la semaine dernière avec une action militaire extrêmement héroïque, qui n'a pas, malheureusement, qui a fait un mort chez nous. La problématique n'est pas militaire. L'armée a les moyens de faire ce qu'il faut faire si le politique décide. Le politique, lui, ne décide pas. En tout cas, ne décide pas clairement ce qu'il doit être fait. Je ne dis pas que c'est simple. C'est loin d'être simple. Mais on ne peut pas, à un moment donné, continuer de cette manière-là, parce que si nous ne décidons pas, les autres décideront à notre place. Alors Olivier, on imagine bien, et c'est un petit peu ce qu'on sent dans le propos, qu'il y a eu une décision de ne pas intervenir militairement, en tout cas massivement, et par des forces terrestres à Gaza, et on imagine bien qu'il y a un contexte de situation au nord, avec le Hezbollah, avec la Syrie, avec l'Iran, qui n'est pas étrangère à cette décision. Netanyahou n'est pas stupide, et beaucoup de gens le critiquent, mais bon, on est obligé quand même de prendre en compte. On est obligé de prendre en compte cette donnée. Alors, est-ce qu'on a perdu la communication avec Olivier Rafovitch? Les problèmes techniques, donc on va rappeler Olivier Rafovitch. On rappelle à nos auditeurs qu'après Olivier Rafovitch, on ira encore une fois prendre la température d'habitants qui ont vécu ces dernières heures sous les roquettes, David Bernard Alouche, qui est à Ashkelon, et Johanna, qui est une habitante de Sderot. Le temps pour Laurent d'essayer de rétablir
Jean-Luc, la communication avec Olivier Rafovitch. Ouais, et on rappelle à tous nos auditeurs que cette émission, comme la précédente, est diffusée en direct et en vidéo sur la chaîne YouTube Radio Col Aviv de YouTube. Donc il suffit de taper sur YouTube Radio Col Aviv et vous pouvez voir cette émission en vidéo et en direct, bien sûr, en plus de la diffusion hertzienne sur le 101 MHz. Voilà. Alors, on va retrouver donc normalement très rapidement dans les secondes qui viennent. On l'a Oui. retrouvé. Voilà. Donc Olivier Ouais, voilà. Donc je sais pas, vous avez dû entendre la première partie de ma question. Donc on imagine que la décision de ne pas intervenir a ses racines dans un contexte qui est celui du Nord, le Hezbollah, la Syrie et l'Iran, qui sont aujourd'hui les priorités, bien sûr. Enfin les priorités, tout est prioritaire, mais qui sont les dossiers peut-être les plus sensibles pour Israël. Vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la région liée au Hamas et à l'Iran, je parle de Gaza évidemment, est reliée également au nord avec le Hezbollah et l'Iran de nouveau. Donc, évidemment, il y a un risque aussi de déflagration bien plus large, parce que l'Iran, elle, veut la guerre. Elle veut la guerre via le Hezbollah, via le Hamas. On le fait, c'est pas nouveau. Elle le fait au Yémen via les Houthis, elle le fait dans d'autres régions du Moyen-Orient, en Irak, en Syrie également. Donc, l'Iran veut la guerre à Israël, elle veut faire la guerre à Israël. Nous devons évidemment ne pas répondre à ce que veut l'Iran d'un israélien. Mais encore une fois, nous aujourd'hui en Israël, on a du mal, je vais être assez général, je ne peux pas entrer dans les détails, on a du mal à expliquer à la population israélienne ce qu'est la politique israélienne. Les Israéliens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et ça crée un malaise, ça crée une crise politique. Le départ de Lieberman, vous savez, Lieberman, c'est pas un gentil, c'est pas un doux, c'est pas ceux qui l'appellent irresponsable, peu importe. Bon, dans les mots politiques, je connais Lieberman, c'est pas quelqu'un qui a pris cette décision à la légère. Parfois, en politique, on prend également des décisions pour créer des déblocages, même si ça coûte très cher au niveau politique ou électoral. Mais encore une fois, de continuer, vous savez, le cessez-le-feu là, après cette semaine de combat, a été pour Israël, enfin je parle pour les Israéliens, une incompréhension. Alors, je ne dis pas que les gens doivent tout savoir et tout comprendre, même les considérations les plus sensibles ou les plus secrètes, mais si on n'explique pas clairement ce qui se passe, si on ne donne pas une direction, si on ne vend pas, entre guillemets, on ne markete pas la position israélienne aux Israéliens d'abord, il y a problème. Il y a problème. Et actuellement, en Israël, il y a eu une incompréhension après 500 missiles tirés vers Israël, des blessés et des morts. C'est inacceptable. Et ça a été inacceptable. Et aujourd'hui, les gens veulent des réactions différentes. Une toute dernière question, il nous reste une minute. Au niveau de Tsahal, je dirais, quel est selon vous un petit peu le ressenti, bien sûr, l'armée de Tsahal et bien sûr à la décision du politique, on parle pas de ça, mais quel est le sentiment qui prévaut de vos contacts et dans Tsahal aujourd'hui? Non, l'armée israélienne est comment dire, a recommandé à l'échelon politique le cessez-le-feu. Pour d'autres considérations également liées à beaucoup de choses dans la région, à l'Égypte, entre autres, également, qu'est-ce qui pourrait arriver au Hamas si le Hamas était éradiqué. Il y a aussi de savoir que l'alternative ne serait peut-être pas meilleure. Je veux dire, tout cela réuni, c'est pas des choses qui sont ridicules, ni des choses triviales, inventées, mais il faut expliquer, il faut qu'une décision de cette teneur-là, de cette ampleur-là, doit être expliquée aux Israéliens, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, et on ne peut pas, si vous voulez, envoyer des gens au combat, mettre des gens dans les abris, et leur dire le lendemain, tout est fini, rentrez chez vous. Non, attention, on est une démocratie qui a besoin de comprendre ce qui se passe. On n'est pas d'un pays comme les autres. D'accord.
Merci Olivier, merci de nous avoir apporté ces précisions sur la situation en Israël. Merci à vous et très bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci beaucoup. À très bientôt. Je sais que cette fois-ci, je vais peut-être pas donner les choses que vous attendiez, mais parfois aussi, il faut expliquer qu'il y a parfois aussi des malaises en Israël et des situations qui sont pas toujours blanches et noires, Tout comme à ça, fait. même lorsqu'elles touchent le gouvernement israélien. Vous savez, Netanyahou est un premier ministre extrêmement populaire depuis des années, mais même un premier ministre populaire peut à un moment donné commettre des erreurs Tout à fait. ou ne pas être à l'écoute de ce que les gens veulent. Non, mais C'est au pas contraire, impossible. vous avez traduit une situation qui est complexe, tout Et simplement. puis on vous sait suffisamment fin analyste pour comprendre vos paroles et vos silences. Merci Olivier. Merci Voilà, Olivier, merci. merci beaucoup. À À très très Merci à bientôt. vous. Voilà, on a Merci à vous. souhaité dans ce panorama de la situation en Israël, on a souhaité se tourner également vers des Israéliens, des habitants du sud d'Israël, pour voir la façon, pour entendre par eux la façon dont ils ont vécu ces derniers jours. Et on s'est tourné vers quelqu'un qu'on connaît bien ici, David Bernard Alouche. David, bonjour. Bonjour Toulouse. C'est d'abord un très grand plaisir de vous Ah oui. retrouver Ah oui. sur les ondes. Alors David, vous avez fait votre alia il y a quoi, 2-3 ans? Alors, j'ai fait mon alia il y a 3 ans et demi maintenant. Voilà, vous Et résidez à j'habite, Ashkelon. Ashkelon. Voilà, Alors, absolument. dites-nous donc, pour ceux qui connaissent pas très bien la géographie d'Israël, Ashkelon est dans le sud du pays. Dites-nous un petit peu, David, comment vous avez vécu ces derniers jours, comment un Israélien vit sous la menace des roquettes et comment vous avez pu, vous et votre famille, vivre ces moments-là. Alors, déjà pour situer, donc Ashkelon se trouve à peu près à vol d'oiseau à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Alors nous, pas depuis une journée, mais depuis 6 mois, 6-8 mois que nous vivons au rythme des ballons incendiaires, au rythme des cerfs-volants avec des bombes artisanales, des incursions. Donc Tsahal fait actuellement tout son possible pour maintenir un calme relatif et les gens vivent, je dirais, avec une grande émouna et tiennent bon sur cette frontière. En particulier, si vous voulez, les kibbutzim et les moshavim d'Ofakim, natifs à Hazara, qui ont beaucoup reçu de Kassav et de missiles. Et on vit le jour normalement, si vous voulez. On fait confiance à Tsahal, on fait confiance au gouvernement. J'ai entendu quelques paroles parlant de Netanyahou, mais la personne qui a parlé de Netanyahou peut-être ne connaît pas exactement la situation et sur le plan sécuritaire et sur le plan de la politique entre le sud et le nord d'Israël. Alors, vous me parlez de la journée que nous avons vécue entre lundi et mardi, enfin, surtout la nuit de lundi soir. On pourrait dire que c'était une nuit de guerre. Franchement, une nuit de guerre, parce qu'on a quand même reçu en une nuit, imaginez le département de la Haute-Garonne recevant 500 mortiers et missiles, parce qu'il y a eu des missiles. Donc on a vécu au rythme des Azakas. On rentrait dans les mamades, on attendait que ça se passe, on ressortait, puis on attendait l'Azaka suivante. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la situation est très complexe dans la mesure où on ne peut pas se permettre de rentrer à Gaza, parce que rentrer à Gaza, moi j'ai souvent des conférences avec des officiers de l'armée israélienne. Ils nous disent on peut rentrer, on a 48 heures pour reprendre Gaza, mais pourquoi faire? Pour faire quoi? Pour avoir des chayalim mourir et puis ressortir. On peut faire des opérations ciblées, des éliminations ciblées. On a envisagé ce cas, mais pour mettre qui à la place du Hamas? Le djihad islamique, l'EI, les frères musulmans, donc on ne sait pas. Et le plus grand danger, si vous voulez, c'est pour ça que nous, au niveau du sud d'Israël, on vit et on accepte cette situation, parce qu'on sait pertinemment, et peut-être vous ne le savez pas, aujourd'hui les renseignements sont que si on ouvre le front de Gaza, on a automatiquement le nord d'Israël qui prend feu, c'est-à-dire le Hezbollah. Et les missiles Grad qui sont tombés, moi j'étais à Beersheba quand est tombé un missile Grad il y a à peu près 3 semaines,
le même jour, on en a eu un sur les plages de Tel Aviv, ça vous ne le saviez pas. Et si on a le front nord qui s'ouvre, on a automatiquement des missiles S-300 GPS, c'est-à-dire des missiles qui vont cibler et pouvoir tuer 200, 300, 500, voire 1000 personnes. Et le gouvernement israélien, Netanyahou, ne le veut pas. Il faut le savoir. Netanyahou est en train de tempérer parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, c'est vrai que le Hamas, on est très mécontent, on est très en colère, effectivement, mais quand on réfléchit, quoi faire avec le Hamas? C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui dit quand je fais une trêve, quand j'arrête la trêve. Par exemple, dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu 150 frappes de l'armée israélienne. 150 frappes. Donc ils ont vu la puissance de feu de Tsahal, ils ont demandé une trêve. Donc il y a la trêve. Aujourd'hui, il y a la trêve. Donc on vit avec une trêve. Voilà. David, dans cette situation donc très difficile, bien sûr, on a parlé bien sûr de sans requête, de détresse et tout. On a beaucoup parlé de Ness, de Nessim, de miracles et finalement donc à l'arrivée notamment de ce bus, de ces familles qui ont échappé de justesse effectivement à la mort de ce bus qui contenait 50 personnes. C'est quand même des points dont il faut parler. Alors, si vous voulez, effectivement, j'allais vous parler un petit peu de 500. Imaginez, comme je vous disais tout à l'heure, sur Midi-Pyrénées, 500 missiles et tirs de mortier et de ballons incendiaires, de cocktails Molotov. Nous n'avions eu aucun blessé grave. On a eu des blessés par des éclats. Le bus, comme vous le disiez très justement, c'est à partir du lundi 16h30 pour être très précis, qu'un missile anti-char a été tiré contre ce bus. Il y avait dedans 57, pour être précis, 57 soldats. On venait de les déposer 10 minutes avant. Sinon, il y aurait eu un drame, je ne sais pas quelle aurait été la réaction du gouvernement, des Israéliens. Donc il y a eu ce miracle déjà des 57 soldats. Il y a eu une boulangerie industrielle qui a sauté. Les employés étaient en train de travailler. C'était un équivote, pas très loin de chez un ami. Et il y a eu la cuve qui a pris feu. Donc il y a eu 4000 litres de gaz qui ont pris feu. Donc là, les pompiers sont venus. Donc on sécurisait l'endroit et on a attendu. À Ashkelon, on a eu 3 immeubles touchés. 3 immeubles touchés, un immeuble en construction, donc personne dedans, un immeuble de 3 étages qui ont été touchés, pratiquement pas de blessés, et un immeuble en rénovation qui a été touché, un mort. Et ça fait sourire sans faire sourire, si vous voulez. Le mort, c'était un clandestin palestinien, et c'est la personne gravement blessée, c'était son épouse. Et au niveau du bus, c'était un arabe israélien. Il a été légèrement blessé. Donc, si vous voulez, on fait confiance à Tsahal on fait confiance au dôme de fer qu'on appelle le Kippat Barler et on fait confiance surtout à Kadosh Baruch Hu pour tous ces miracles. Parce que c'est vraiment, vraiment des miracles d'avoir absolument pas de mort avec 500 missiles. Je répète toujours ces 500 missiles pour vous ancrer dans la tête de nos amis toulousains. Merci David. Merci beaucoup. Un énorme plaisir à vous entendre. Merci beaucoup. On reviendra vers vous fréquemment pour que vous nous donniez un petit peu le son de la rue israélienne. Alors, le son de la rue israélienne, juste 2 mots, c'est qu'aujourd'hui, il y a 74%, dernier sondage que vous n'avez pas bien entendu, 74% des Israéliens mécontents effectivement de la trêve. Ils auraient voulu aller plus loin. Et juste pour terminer, c'est vrai que nous avons sur ce round de lundi soir, Tsahal a gagné, et j'ai pas peur de le dire. Par contre, sur le plan politique, c'est vrai que c'est le Hamas qui a gagné, parce qu'il a eu la trêve, il a eu juste avant des millions de dollars rentrés par un État terroriste qui est le Qatar pour un mouvement terroriste, et c'est nous qui avons fait les postiers, et qui plus est, aujourd'hui, Lieberman a démissionné, ça c'est encore un autre sujet, mais Lieberman a démissionné, Naftali Bennett, lui qui veut le portefeuille de la défense, le chasse et Kulanou qui veulent des élections anticipées. Alors bien sûr, aujourd'hui, Netanyahou est un peu affaibli puisqu'on le créditait de plus de 31 sièges aux élections, et là, si on fait des élections au mois de mars,
Dernier sondage de cette semaine, il a 31 sièges et celui qui risque de rentrer dans la danse et qui fera mal, c'est Benny Gantz, que tout le monde connaît, grand chef d'état-major du centre-gauche, et qui lui est crédité de 24 sièges. Très bien. Dans les élections au mois de mars. Voilà. Merci, On en merci reparlera- David. on en reparlera. À très bientôt. Voilà. Voilà, nous très allons bientôt. Merci beaucoup, hein. nous allons d'Ashkelon à Sderot. Et à Sderot, on va retrouver Johanna. Johanna, bonjour. Voilà, Alors, on va le voir temps- Johanna dans le quelques temps secondes. d'avoir Johanna. Donc Johanna Johanna. qui est habitante de Sderot et qui va être transférée donc à l'antenne dans quelques secondes. Voilà, le temps de la trouver. Voilà. On va encore une fois demander à Laurent de la rappeler. C'était important pour nous, Jean-Luc, non seulement d'avoir l'avis de spécialistes comme Jacques Benilouche ou Olivier Rafovitch, mais d'aller au-devant de la population israélienne, parce que David nous précise bien qu'il faudrait qu'on s'imagine ce que peut être sur un département comme la Haute-Garonne l'envoi de 500 missiles. Mais fort heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on peut dire, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais bien sûr, hein, c'est 500, près de 500 missiles sur cette toute petite zone que constitue pour l'instant le sud d'Israël. Et d'ailleurs, effectivement, Olivier Rafovitch donc a pris effectivement ça comme si on voulait une volonté de séparation un petit peu du traitement du sud par rapport au nord, alors que le pays est petit. Mais c'est dire sur une toute petite région, 500. Donc le pays est à la hauteur d'une région française, et dans ce pays, le sud a reçu 500 missiles. C'était énorme. Et donc, on peut imaginer un petit peu la situation. On a à l'antenne, je crois, Johanna, qui est habitante de Sderot. Johanna, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, bienvenue donc à l'antenne de Radio Kol Aviv. Nous sommes très heureux, hein, nous vous remercions infiniment, hein, Johanna, hein, d'avoir répondu à notre demande, et on voudrait simplement vous demander comment vous avez vécu ces jours passés, et quel est votre sentiment aujourd'hui. On a passé 24 heures difficiles. Ça a été très dur. Il y a eu 40 minutes à 50 minutes de missiles non-stop avec les alertes. On n'a pas pu sortir de l'abri. C'est pas facile à vivre. Il y a les enfants qui pleurent, qui se remettent à mouiller la nuit, avoir des traumatismes psychologiques après, ça sera grave encore. Et aujourd'hui, tout le monde attend de voir le nouveau, renouveler encore les missiles. Tout le monde croit que ça va recommencer encore. Alors, Johanna, vous espérez quoi maintenant de vos pouvoirs politiques? Difficile à dire. Tout le sud, je crois que tout le monde a dit à notre voix, Bibi, je crois qu'il a perdu. Donc les gens considèrent effectivement le Hamas crie victoire politique. Je crois d'ailleurs peu nie le fait qu'il y ait une victoire politique du Hamas, mais pour vous la capacité de dissuasion d'Israël a été affaiblie après ce cessez-le-feu? Oui, on a montré qu'on les laissait choisir, c'est eux qui décidaient quand est-ce qu'ils tiraient et quand est-ce qu'ils arrêtaient. C'est eux qui décident en fait, on est comme des pions sur un monopole. Alors effectivement, hein, Johanna, vous parliez, on parle pas assez effectivement de ce qu'ont vécu les habitants du sud, de Sderot, d'Ashkelon, enfin de toute cette partie sud, mais vous parliez effectivement des enfants, et alors c'est dur pour les adultes, il faut prendre la famille, il faut aller se réfugier, mais pour les enfants c'est terrible, c'est un traumatisme dont on parle peu ou pas, mais pour eux ce sont des choses qui sont difficiles à vivre et qui durent quand même, qu'il faut ensuite gérer pendant des mois, sinon plus. Plus même des années, parce que, par exemple, là, j'ai plusieurs âges d'enfants, mais j'ai une enfant, par exemple, de 4 ans, qui maintenant, ça fait depuis une semaine, elle a peur de dormir la nuit seule. J'ai une autre enfant de 10 ans qui se remet à faire pipi la nuit. Des trucs, des enfants qui suivraient ça, ils n'auraient pas ce genre de conséquences, quoi. C'est pas vivable. Même un beau bruit, même dans la rue, tout fait sursauter, quoi. Alors, Johanna, pour terminer ce petit entretien, on vous remercie encore une fois de nous avoir consacré un petit peu de temps. On peut vous souhaiter quoi maintenant? Le calme, je suppose? Le calme et de vivre tranquille. Comme tous les enfants le disent, parce qu'il y a des manifs qui ont été faits, laisser nos enfants grandir tranquilles.
tranquille, dans le silence, sans missile, sans rien, sans... de vivre tranquille, quoi. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Johanna. Merci encore une fois. Votre voix a été écoutée à Toulouse. On prie pour vous. On vous souhaite naturellement le meilleur à vous et vos enfants. Et j'espère que la prochaine fois qu'on viendra parler avec vous, vous ne nous direz que des belles choses sur l'éducation de vos enfants, sur votre bonheur d'être en Israël. Merci. Notre bonheur, on y est. Ça, oui, notre bonheur, on y est. Mais on espère que ça finira, quoi. Que le Hamas, la prochaine fois, ils apprendront qu'en Israël, on n'y bougera pas de toute manière. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Johanna. Shavua Tov, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nando nando nae, nando nando nae, kantale kodae. Nando nando nae, nando nando nae, kantale kodae. Gabshe tazbat gaashe.